Bon, je ne suis pas rentré dans une boucherie, c'est un atelier d'artiste. Je ne vends pas de l'art, mais de l'art. Vous savez, je suis beaux-arts. J'ai passé 5 ans à l'école des beaux-arts. Et ça m'a pris 18 ans de ma vie pour me faire des beaux-arts. Je fais toujours des croquis, vous savez, je fais plein de croquis. Toujours, j'ai beaucoup dessiné parce que je me gagnais ma vie comme graphiste. Je me dédié à faire des bandes dessinées, des illustrations, la publicité et les films. Je travaillais pour Standard Oil, pour Coca-Cola, pour General Motors, toutes ces grosses boîtes américaines au Venezuela. Ah, je suis arrivé ici comme Christophe Colomb à l'envers. En arrivant, ma femme et moi, on s'est promené comme des fous à pied par Paris. Il y avait un froid de canard. Il y avait les fontaines publiques gelées. Malgré ça, j'aimais beaucoup Paris. À l'époque, Paris, c'était toujours l'endroit où on pouvait débattre les idées. Depuis toujours. Il y a une tradition en Amérique latine, et tous les artistes venaient à Paris. Il arrive à Paris en 1960. Alors pour faire écouter mon discours, que dans mon pays, c'était un discours bizarre, personne ne comprenait rien. Et j'étais très optimiste. En arrivant à Paris, je dis bon, tout le monde va comprendre. Et en arrivant, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est ça? Personne ne comprenait rien. Cette pièce qui est une transchromie qui tourne sur un axe. Et ça, c'est une pièce qui date de 1965. On a exposé un artiste de la dimension de Carlos Cruz Diez. Pour moi, c'est une aventure fabuleuse. Il a inventé un nouveau regard sur la couleur. Aristote disait que la couleur, c'est un conflit entre la lumière et les ténèbres. La couleur, c'est un fait en train de se vivre. Et la couleur, elle n'existe pas en soi. C'est une illusion. C'est une illusion, un événement. Et les impressionnistes ont découvert l'ambiguïté de la couleur qui se modifie continuellement dans l'espace. Mais toujours, c'est la couleur figée. C'est pas une évolution. C'est ça la question qui me tracassait et me rongeait dans la tête. Il faudrait trouver une façon de faire la couleur comme elle s'est fait, comme une mutation continuelle. Je fais un support qui met la couleur en continuelle mutation, comme il est dans la réalité. Alors, tout mes travaux se mettent en évidence la couleur en train de se faire et se défaire, comme une situation, comme un événement aléatoire. Cette œuvre, c'est ce qui s'appelle une physichromie. En l'occurrence, dans la gamme des œuvres de Carlos Cruz Diez, ce sont les œuvres qui se vendent le plus cher dans le monde entier. C'est une œuvre interactive. Ça veut dire qu'en fonction, si je me déplace, vous allez voir l'œuvre évoluer. Donc ce sont des œuvres pour déambuler quelque part. Tous mes tableaux, les couleurs qui sont là, ne sont pas là. C'est vous qui les construisez. Ce sont la couleur qui est comme une circonstance aléatoire, pas comme une vérité. Ici, c'est la pratique, c'est ici que se fabriquent les œuvres. Voilà. Ça c'est la lumière, ça ne se voit pas que c'est compliqué. C'est si simple. C'est le résultat, c'est la dialectique qui s'établit entre le spectateur et l'objet. C'est ça qui est important. Voilà, c'est Maïwen, ma fille Adriane. C'est le patron ici, c'est le chef, hein, la patronne. Un jour, on a découvert, par hasard, que mon fils qui m'aidait à travailler, c'était daltonien. Et comme il est un rigolard, je disais parfois qu'il me changeait les couleurs. Écoute, c'est pas un rigolard, c'est un travail. Alors on a découvert à la fois qu'il était daltonien. Et toute la famille est là. Les enfants, les petits-enfants, tout le monde va faire part de cette... Parce que la vie est là, c'est une seule chose. Il n'y a pas un à part du travail, de la vie et de l'art. Non, non. On est artiste à plein temps. 26 heures par jour. Ça, c'est formidable, ça. Ça, c'est des chromo-interférences. J'aime beaucoup ces pièces. Ce sont des pièces faciles pour un public qui n'est pas forcément accoutumé à l'œuvre de Cruz Diez. C'est comme un calendrier chromatique. Tous les jours, vous bougez un petit peu et vous avez un nouveau tableau. C'est le plus important représentant de l'art cinétique en France et dans le monde. C'est le concept de la couleur qui n'est pas sur le support. C'est nous qui faisons la couleur. Dans l'art, c'est partout, dans un objet, dans un tapis, par les plafonds, dans les murs, partout. C'est pas seulement un tableau accroché à mur. Ce que j'ai cherché toujours dans ma vie, c'est être libre. Parce que l'art, c'est la liberté. L'artiste est libre.
Moi, ce que j'aime chez Manguin, c'est la nature. La nature, c'est-à-dire c'est un homme généreux, le sens de la famille et toute cette violence maîtrisée par la couleur, la forme. Et c'est ce que j'aime chez Manguin. Et puis j'aime l'esprit de Manguin. Et je crois que Manguin est pour moi l'image vraiment qui représente l'image de vie d'un artiste, l'image de son travail qui correspond à mon regard, à mon analyse et à mon sentiment. C'est surtout ça qui est important. Manguin, Matisse, Marquet, tous ces peintres qui ont vécu leur jeunesse ensemble, puisque les 3M ont travaillé ensemble à Paris, ils ont eu des relations aussi bien picturales sur des lieux de peinture, et surtout sur des écrits, des courriers, des avis, avec une influence du début du siècle qui partait de tout azimut, aussi bien du cubisme, du fauvisme, en passant par le retour au classicisme, en passant par aussi tous ces mouvements qui se sont créés au travers des contacts d'autres artistes. Je crois que c'était l'exemple même du communautarisme de tous ces artistes qui savaient enfin se rencontrer, travailler ensemble, en tirer l'essence même pour donner naissance à une nouvelle peinture qui était constamment en évolution, qui bougeait sans arrêt. Mais je crois que tous ces peintres se sont nourris d'eux-mêmes pour en sortir la quintessence qu'on retrouve là sur cette exposition. Ça date de 1902, donc on sent quand même déjà le pré-fauvisme qui est là présent chez Manguin. Il y a quand même un tableau, c'est un tableau vraiment qui est d'une sobriété et vraiment il y a tout. Tout est dit dans ce tableau, déjà en 1902. Après 1905, à l'exposition de la Salle des Fauves, Manguin avait été vraiment marqué et influencé par tous ces fauves. Et un an après, à Cavalière, qui n'est pas à Saint-Tropez, a réalisé ce tableau où là, vraiment, il a montré que lui aussi, il avait cette force, ce dynamisme pour avoir les couleurs aussi éclatantes et toujours quand même ses couleurs à lui, c'est-à-dire ses violines, ses mauves. C'est un doux fauve en fait. Il y a tout. Tout est réuni, vraiment pour l'année 1905. Il n'y a pas de travail préparatoire sur l'œuvre. C'est vraiment les touches de couleur appliquées sur la toile directement. Pas de dessin. Vous voyez, la similitude avec la ferme Brunette, les mêmes teintes, les mêmes fonds. C'est directement posé, il n'y a pas de dessin préalable, c'est vraiment une toile faite, pas dans l'urgence, mais dans l'immédiat. Puis un jour, il arrive à Saint-Tropez et il a été inspiré du tableau de Van Gogh, et il a fait lui aussi ce tableau dans la baie de Saint-Tropez où il y avait encore des bohémiens qui venaient s'installer. Maintenant, ça serait plus possible. C'est Cézanne. Déjà, c'est un tableau qui est à la fin du Fauvisme chez Manguin, puisqu'il est de 1907, mais il est intéressant par sa construction, par ses influences cézanniennes déjà, et le retour au classicisme ici de Manguin. Le temps du Fauvisme s'est terminé, maintenant il faut repartir sur notre peinture, avec d'autres travaux, avec d'autres visions. À Sanary, aux alentours de Sanary, notamment, on voit ici cette villa qu'il louait, la villa à l'Oasis, que Matisse aussi louait d'ailleurs avant. Et là, il se pose vraiment sur ce petit chemin que l'on découvre en premier plan pour nous suggérer un paysage magnifique avec vraiment un panel de verts incroyable qui va des verts très doux des oliviers aux verts très très intenses du reste de la végétation, mais toujours en harmonie avec ces petites touches de rose orangé des toits associés au blanc des maisons, avec une disposition de petits cubes assez, on va dire, académique sur ce tableau-là, avec cette profondeur très agréable qui donne un côté apaisant de ce mont Faron baigné par ce ciel du sud de la France. Et c'est vraiment, on peut dire sur ce tableau que c'est une volonté de l'artiste de revenir au classicisme. Après le fauvisme, on revient sur des valeurs plus familiales, sa femme, ses enfants, la sagesse, la mer, la couleur. Manguin a voulu représenter tout simplement le bonheur de vivre, la joie de vivre qui représente sa femme avec sa fille allongée sur un hamac. Un tableau d'atelier. Véritable tableau d'atelier, là on sent vraiment Manguin appliqué, qui aimait travailler à l'atelier ses nus, donc Manguin c'était quand même un peintre de nus aussi, il a fait des nus remarquables, et là c'est vraiment l'exemple même d'un tableau remarquablement équilibré, d'une grande technique et d'une grande précision au niveau des teintes, des couleurs et des équilibres. J'aime beaucoup ce tableau parce qu'il représente vraiment Manguin dans tout son faste qu'il pouvait avoir. Il a osé plein de subtilités dans ce tableau, et c'est réussi, c'est ni trop ni pas assez. Et c'est ce que j'aime dans ce tableau. C'est un tableau qui appartient à la famille de Manguin, de Jean-Pierre Manguin, qu'il a bien voulu la gentillesse de me prêter ce tableau, parce que c'est fabuleux, parce que c'est la joie, c'est pareil, la baignade. On ressent toujours chez l'artiste, et c'est ce que j'aime dans ce tableau, le bonheur d'être là. Et en plus, c'est plutôt la rareté de présenter cette œuvre à ma galerie. Et j'en suis très fier.
La Galerie Le Minotaure vous présentera cette année une exposition autour de la Culture League, un mouvement fondé en 1918-19 pendant la Révolution russe à Kiev et qui s'est étendu à toute l'Europe de l'Est et puis par la suite jusqu'aux États-Unis. Nous allons faire un point sur ce qu'est la Culture League, aussi bien Chagall que Lissitzky, évidemment Aronson et Rybak qui étaient tous les deux au studio d'Alexandra Exter. Et c'est un phénomène qui va vraiment s'universaliser et se déplacer avec les mouvements des communautés juives qui vont suivre et les pogroms et la Deuxième Guerre mondiale et la disparition du lieu-chef d'habitation, le shtetl, ce qu'on appelait la Galicie de l'époque, qui est quelque part entre la Biélorussie, l'Ukraine, la Pologne et la Moldavie. C'est un tableau de Chagall très intéressant et très important. Il est de 1912 et c'est la première étude d'un tableau qui est aujourd'hui au MoMA qui s'appelle Golgotha. C'est une femme qui est sur la croix. Il s'est représenté comme quelque chose d'universel par Chagall. C'est-à-dire que la femme, qui est le personnage le plus faible de la société de l'époque, se retrouve, elle, sur la croix. Ce mouvement a été chargé d'amener la culture yiddish, la culture juive au XXe siècle, de la faire entrer dans la modernité. En fait, ils ont récolté les derniers témoignages d'un monde qui a duré plus de 500 ans et qui n'existait plus au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Ce tableau, c'est typique du genre de construction de synagogue du XVIIIe, XIXe siècle, avec un côté très gothique comme ça. Et c'est exactement le genre de lieu où ils sont allés, où ces jeunes artistes sont allés se ressourcer, prendre les informations qui étaient encore lisibles à l'intérieur, et puis surtout immortaliser ces formes comme ça qui vont apparaître dans tous les dessins sur les pogroms et sur d'autres sujets concernant le shtetl. C'est une œuvre de Rybak, c'est un pogrom, donc vous pouvez voir clairement le village à feu à sang, les enfants morts, la femme en train de s'enfuir. Le père de famille aussi mort. Là, il y a une femme qui s'enfuit avec un enfant. Et vous pouvez voir au loin les Cosaques qui débarquent de partout. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1940, Chagall va reprendre ces formes de femmes hystériques s'enfuyant d'un village en feu pour décrire la Deuxième Guerre mondiale. Alors qu'en 18, Rybak fait déjà pour décrire les pogroms. Très tôt, donc 1917-18, a noté en yiddish une œuvre de Rybak. Donc vraiment la représentation d'un rabbin ou d'un homme pieux religieux juif, mais complètement suprématiste, avec des plans de couleurs qui le rendent quasiment abstrait. À la galerie, nous exposerons les œuvres d'un des créateurs des plus beaux spectacles du théâtre yiddish et par la suite de Broadway, qui s'appelle Boris Aronson et qui a fait des choses comme le violon sur le toit ou alors le casse-noisette mise en scène par Baryshnikov dans les années 60 où il arrivait à l'apogée de son art. Mais au tout début, entre 1924 et 1931, il va s'occuper uniquement du théâtre yiddish et il va appliquer toutes les méthodes d'avant-garde qu'il a mises au point entre Kiev, Moscou et Berlin en étant assistant d'Alexandra Exter. Nous avons réussi à ressembler quelques pièces entières qui ont été montées entre 24 et 31. Donc nous détenons les photos d'archives, les costumes et les décors. Pour Aronson, on a retrouvé ça chez sa femme et tout était intact dans un tiroir et attendait, puisqu'il est devenu une star à Broadway, il avait un peu renié ses origines, donc tout était resté dans un placard comme ça, il n'avait plus touché à ça depuis 1931. Sur la photo, vous pouvez voir Maurice Schwartz, qui était le régisseur, qui était le metteur en scène du théâtre. Et donc là, il est travesti en femme et vous pouvez voir le costume des deux acteurs préparé par Aronson là sur votre droite. Vous avez le livre pour enfants, ça s'appelle Maisalach, für kleine Kinderlach, ça veut dire conte pour petits-enfants. Et c'est une espèce de répertoire de tous les contes juifs. Et là, vous pouvez voir Hansel et Gretel avec la sorcière. Ou du premier coup d'œil, je peux vous garantir que j'ai montré ça à mes enfants, ils ont fait un bond en arrière. Donc c'était extrêmement parlant et c'était le but de la manœuvre en faisant ça à la manière des enfants, donc de manière très simplifiée et très évocatrice. Là, vous avez une édition qui s'appelle Yiddischer Falk Ornament, qui est une édition des ornements folkloriques juifs. Les animaux et le chandelier à 7 branches et la lettre hébraïque Peinun, qui est la lettre qu'on retrouve dans les cimetières couramment, qui est l'équivalent de Siji en France, par exemple, Ponitman. Mais c'est les racines d'une culture, et finalement, avec cette exposition qu'on a à la galerie, on va démontrer que ce n'est pas seulement la culture de quelques juifs errants, mais c'est bien plus que ça, puisque c'est à l'origine du théâtre d'avant-garde et à New York, et par la suite à Berlin et dans bien d'autres pays. N'ayant plus de pays, ce qu'on appelle le Yiddishland, une fois qu'il était effacé de la carte en Galicie, était devenu la terre entière. Donc tous les endroits où la somme des Juifs parlaient le Yiddish et pouvaient se transmettre leur culture. C'était pas un message nationaliste, mais universaliste. C'est, paraît-il, l'endroit où Jean-François Millet a peint son tableau L'Angélus.
en 1860 et nous fêtons en ce moment le 150e anniversaire de ce tableau. À Barbizon, 150 artistes réinterprètent l'Angélus, le plus célèbre des tableaux de Jean-François Millet, peint ici même il y a 150 ans. Les paysans n'intéressaient personne. Et Millet, lui, va peindre le monde paysan qui souffre, ce monde paysan au 19e. Le tableau a été peint à Barbizon dans la plaine. Le tableau lui-même émerge intact de ces poubelles que la civilisation, hélas, laisse derrière elle. Là, je me suis compliqué un tout petit peu la tâche. J'ai fait appel à deux artistes qui ont participé à cette œuvre en dehors de Jean-François Millet, c'est-à-dire à Salvador Dali et à Malevich, deux artistes majeurs du XXe siècle. Et on voit très bien ici, il y a ces deux silhouettes qui évoquent évidemment d'une façon tout à fait claire le couple de paysans. Alors, Dali a fait une œuvre, il a fait toute une suite autour de l'Angélus. Pour lui, c'est un tableau extrêmement significatif, important, d'une profonde religiosité. Il a utilisé ces deux silhouettes en plaçant des paysages à la Dali, qui évoquent évidemment les paysages autour de l'Angélus même. Dali, en fait, est obsédé par l'Angélus. Il peindra 63 tableaux inspirés par l'Angélus de Millet. Dans son livre « Le mythe tragique de l'Angélus de Millet », Dali soutient que le couple en prière vient en fait d'enterrer un enfant mort-né, peut-être le frère jumeau de Jean-François Millet, Dali étant lui-même un enfant de remplacement d'un frère mort-né un an avant lui et déjà comme lui prénommé Salvador. Dali obtiendra du musée du Louvre en 1963 que l'Angélus soit passé au rayon X. On découvrira bien une forme rectangulaire qui n'est peut-être qu'un repentir de l'artiste ou la trace d'une restauration ancienne, l'Angélus ayant été vandalisé par un déséquilibré en 1932. L'Angélus inspire donc Millet, Van Gogh, Dali et beaucoup d'autres. Nous avons Jean-François Millet, nous avons Dali et j'ai ajouté Kazimir Malevich, là, a représenté le couple dans son paysage. Évocation très claire à Jean-François Millet, mais il a placé entre ce couple dans la prière un trou avec un cercueil. Et le cercueil, vous le trouvez ici. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, l'Angélus. J'ai regardé sur le dictionnaire et puis j'ai vu que c'était l'esprit qui se fait chair ou je sais pas quoi. Il y a Ben qui a fait après, elle ne met pas de culotte, là j'ai mis une culotte, mais il faut de l'humour là-dedans. Hein. C'est ma façon de faire de la peinture. Ça n'a rien à voir avec l'Angélus de Millet, hein, je le précise bien, mais par contre c'est la peinture qui nous associe. C'est surtout Millet qui m'a inspiré. Je ne voulais pas le laisser tout seul. C'est une esquisse pour un tableau de 3-4 mètres. C'est un peu une œuvre de feignant. Pour moi, dans l'esprit, c'était, au fond, le rapport que j'ai avec Millet, c'est pas une chute, c'est une élévation. Regardez l'exposition qui a eu lieu dernièrement, entre la corrélation qu'il y a entre Van Gogh et Jean-François Millet. Van Gogh a repris beaucoup de compositions de Jean-François Millet. Tous les artistes c'est leur maître en fin de compte. Homonyme célèbre, l'expert en tableau René Millet. J'aime l'Angélus. J'aime tous les Angélus et je suis content que le vin de mon ami, qui est un autre chef-d'œuvre, dérive de ce tableau-là. Le paysage d'Angélus est un paysage où on voit 3 clochers, alors que vous constatez que sur le tableau de Millet, il y a également un clocher, donc c'est la même symbolique. Et le nom du vignoble vient des 3 églises que l'on entendait sonner l'Angélus, du temps où les gens n'avaient pas de montre et où c'était l'église qui rythmait la vie sociale. Le peuple, les gens sont catholiques, donc ils arrêtent le travail pour prier chaque fois que sonne l'Angélus. Le nom est magique, c'est vrai. Je pense que le nom a une importance déterminante, du moins dans tous les pays pour lesquels le mot Angélus a une signification. Au départ, il y a une forte connexion entre le vin rouge et la religion, puisque à l'époque, au Moyen-Âge, c'était les moines qui faisaient le vin rouge, et comme tout le monde le sait, le vin rouge, c'est le sang du Christ. L'original est au musée d'Orsay, mais actuellement il voyage, il est parti en Chine, à Shanghai, pour l'exposition universelle. Retour de Chine en fin d'année, l'Angélus de Millet retrouvera son musée d'Orsay en 2011. L'antiquaire du Cognac, c'est à Cognac, à l'enseigne de la Cognathèque, chez Jacques et Stéphane Denis. Antiquaire, ça peut être une de nos facettes du Cognac. On essaie de représenter dans un même lieu toutes les facettes du Cognac,
depuis les plus jeunes jusqu'aux plus vieux, jusqu'aux collections. Une des plus vieilles que l'on a actuellement, qui fait partie de notre réserve personnelle, qui est un cognac d'une très belle maison, qui était la maison Pinet-Castillon, qui malheureusement a disparu. Vous voyez, un cognac qui est daté de 1840. On est aussi à la recherche de bouteilles exceptionnelles parce qu'elle retrace un événement particulier. Entre autres, elle a été créée pour la venue du général de Gaulle en 1963. Vous voyez, vous avez la date, 12 juin 1963. On a ici 6 ou 7 familles de producteurs qui nous ont apporté des cognacs qui sont centenaires. Il faut réaliser que ceux qui ont fabriqué ces cognacs, ils ne sont plus là. Il a fallu les conserver à travers les successions, à travers les problèmes de famille. Ceux qui nous livrent aujourd'hui sont les petits-enfants, voire les arrière-petits-enfants. Les Lips, c'est la famille Hennessy. Hennessy travaille avec la même famille de maîtres de chais depuis 7 générations, qui est la famille Fillou. Et donc, à l'intérieur de cette bouteille, vous avez le meilleur de chacune des générations de maîtres de chais. C'est-à-dire que vous avez des eaux de vie, les plus vieilles eaux de vie, bien sûr, qui ont été conservées en Dame Jeanne, mais on a des eaux de vie qui datent des années 1820-1830 jusqu'à des eau de vie aux alentours des années 1960-70, c'est-à-dire vraiment le meilleur de chacune des 7 générations de maîtres de chais. Ces publicités, ça fait partie de ce qu'on va dire modestement du patrimoine cognac qui nous intéresse à la Cognathèque. Récupérer des vieilles images, récupérer des vieilles bouteilles, récupérer des mignonnettes. Tout ça nous intéresse pour essayer de retracer l'histoire du cognac. Cette collection de mignonnettes, elle a aussi une histoire. C'était d'avoir une trace de tout ce qui s'est passé après-guerre. Le côté mignonnette était distribué gratuitement lorsque vous faisiez une visite d'une maison de commerce. Même les petits producteurs faisaient des mignonnettes. J'avais demandé à un artiste ami, Jackie Cognolato, de me symboliser un petit peu le cognac, la distillation, le feu, la couleur. C'est l'esprit de l'artiste qui a travaillé. C'est la carte de la zone d'appellation d'origine contrôlée cognac. Au centre, vous avez la grande Champagne et la petite Champagne. On est sur des densités de calcaire qui peuvent atteindre jusqu'à plus de 60%. Et autour, on va avoir d'autres types de sols, des sols plutôt argileux, comme les fins bois, les bons bois. On a également les borderies, la plus petite des régions. Chaque qualité de sol va jouer sur le type de vieillissement, mais sur aussi l'entrée en bouche. Et ça, uniquement grâce à la nature du sol. La fabrication du cognac se fait en 2 temps. C'est une double distillation. On va faire un premier alcool avec le premier passage du vin. Cet alcool va s'appeler brouillis dans la région, et ça va titrer entre 28 et 30 degrés. Et le lendemain, vous reprenez ce brouillis, vous le redistillez une autre fois, ce n'est pas encore du cognac, ce sera une eau de vie qui va titrer en moyenne entre 70 et 71 degrés. C'est le passage en fût qui va vous donner l'appellation cognac après 2 années de vieillissement, au minimum. Un cognac peut vieillir plusieurs dizaines d'années dans ses fûts. La fameuse part des anges va être une contribution à la qualité parce que cette évaporation favorise la concentration à l'intérieur. Par rapport au vin, nous on vieillit par oxydation, par échange avec l'air. Et au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, on va avoir des goûts différents parce que nous aurons des arômes différents. Quand on parle d'évaporation au niveau du cognac, on parle, je dirais, de la part des anges. Donc tous nos vieux cognacs, on les classe dans ce qu'on peut appeler le paradis. Donc là, on trouve les trésors du monde du cognac au niveau du paradis. La majorité des cognacs sont des cognacs d'assemblage pour une raison simple, c'est que ça permet, en prenant plusieurs récoltes, voire plusieurs terroirs dans une bouteille, d'avoir une palette aromatique beaucoup plus riche. Dans le millésime, vous avez l'originalité, vous n'avez qu'une seule récolte, qu'un seul cru, souvent qu'un seul fût. Les amateurs sauront que telle année c'est bien conservé, etc. Ou d'autres vont les acheter pour des raisons plus festives parce que c'est leur année de naissance ou l'année du mariage. Depuis plusieurs générations, on est issu du monde viticole. Donc moi, j'en ai pas eu dans mon biberon, mais presque. Ce qui explique qu'aujourd'hui, c'est devenu une véritable passion. Et de cette passion-là, j'en ai fait mon métier. Je suis arrivé en Charente par amour, donc c'est différent. Pas du produit au départ, mais ensuite du produit, effectivement.